J'ai déjà dit que mes plus violentes émotions ont le don de s'épuiser d'elles-mêmes. Au bout d'un moment, je m'aperçus que j'étais glacé et trempé, et que de petites flaques d'eau se formaient autour de moi sur le tapis de l'escalier. Je me levai presque machinalement, entrai dans la salle à manger et bus un peu de whisky, puis j'eus l'idée de changer de vêtements. Quand ce fut fait, je montai jusqu'à mon cabinet de travail, mais je ne saurais dire pour quelle raison. La fenêtre donne par-dessus les arbres et le chemin de fer vers la lande de Horschel. Dans la hâte de notre départ, elle avait été laissée ouverte. Le palier était sombre, et, contrastant avec le tableau qu'encadrait la fenêtre, le reste de la pièce était impénétrablement obscur. Je m'arrêtai court sur le pas de la porte. L'orage avait passé. Les tours du collège oriental et les sapins d'alentour n'existaient plus, et tout au loin, éclairée par de vifs reflets rouges, la lande, du côté des carrières de sable, était visible. Contre ces reflets, d'énormes formes noires, étranges et grotesques, s'agitaient activement de ci de là. Il semblait vraiment que dans cette direction, la contrée entière fût en flammes. J'avais sous les yeux un vaste flanc de collines parsemé de langues de feu agitées et tordues par les rafales de la tempête qui s'apaisaient et projetaient de rouges réflexions sur la course fantastique des nuages. De temps à autre, une masse de fumée venant de quelque incendie plus proche passait devant la fenêtre et cachait les silhouettes des Martiens. Je ne pouvais voir ce qu'ils faisaient, ni leurs formes distinctes, je ne pouvais voir non plus où se trouvait l'incendie dont les réflexions dansaient sur le mur et le plafond de mon cabinet. Une âcre odeur résineuse emplissait l'air. Je fermai la porte sans bruit et me glissai jusqu'à la fenêtre. À mesure que j'avançais, la vue s'élargissait jusqu'à atteindre d'un côté les maisons situées près de la gare de Woking et de l'autre les bois de sapins consumés et carbonisés près de Byfleet. Il y avait des flammes au bas de la colline sur la voie du chemin de fer près du pont, et plusieurs des maisons qui bordaient la route de Maybury et les chemins menant à la gare n'étaient plus que des ruines ardentes. Les flammes de la voie m'intriguèrent d'abord. Il y avait un amoncellement noir et de vives lueurs, avec sur la droite une rangée de formes oblongues. Je m'aperçus alors que c'étaient des débris d'un train, l'avant brisé et en flammes, les wagons de queue encore sur les rails. Entre ces trois principaux centres de lumière, les maisons, le train et la contrée incendiée vers Chobham, s'étendaient les espaces irréguliers de campagnes sombres interrompus ici et là par des intervalles de champs fumants et brûlant faiblement. C'était un fort étrange spectacle, cette étendue noire coupée de flammes qui rappelait plus qu'autre chose les fourneaux des verreries dans la nuit. D'abord, je ne pus distinguer la moindre personne vivante, bien que je fusse très attentif à en découvrir. Plus tard, j'aperçus contre la clarté de la gare de Woking un certain nombre des formes noires qui traversaient en hâte la ligne les unes derrière les autres. Ce chaos ardent, c'était le petit monde dans lequel j'avais vécu en sécurité pendant des années. Je ne savais pas encore ce qui s'était produit pendant ces 7 dernières heures, et j'ignorais, bien qu'un peu de réflexion m'eût permis de le deviner, quelle relation existait entre ces colosses mécaniques et les êtres indolents et massifs que j'avais vus vomir par le cylindre. Poussé par une bizarre et impersonnelle curiosité, je tournai mon fauteuil vers la fenêtre et contemplai la contrée obscure, observant particulièrement dans les carrières les trois gigantesques silhouettes qui s'agitaient en tous sens à la clarté des flammes. Elles semblaient extraordinairement affairées. Je commençai à me demander ce que ce pouvait bien être. Étaient-ce des mécanismes intelligents ? Une pareille chose, je le savais, était impossible. Ou bien un martien était-il installé à l'intérieur de chacun, le gouvernant, le dirigeant, s'en servant à la façon dont un cerveau d'homme gouverne et dirige son corps. Je cherchais à comparer ces choses à des machines humaines. Je me demandais pour la première fois de ma vie quelle idée pouvait se faire d'une machine à vapeur ou d'un cuirassé, un animal inférieur intelligent. L'orage avait débarrassé le ciel, et par-dessus la fumée de la campagne incendiée, Mars, comme un petit point, brillait d'une lueur affaiblie en descendant vers l'ouest. Tout à coup, un soldat entra dans le jardin. J'entendis un léger bruit contre la palissade, et sortant de l'espèce de léthargie dans laquelle j'étais plongé, je regardai, et je l'aperçus vaguement, escaladant la clôture. À la vue d'un être humain, ma torpeur disparut, et je me penchai vivement à la fenêtre. Psst, fis-je aussi doucement que je pus. Il s'arrêta, surpris, à cheval sur la palissade.
Puis il descendit et traversa la pelouse jusqu'au coin de la maison. Il courbait l'échine et marchait avec précaution. « Qui est là ?» demanda-t-il à voix basse, aussi debout sous la fenêtre et regardant en l'air. « Où allez-vous » questionnai-je. « Du diable si je le sais !»« Vous cherchez à vous cacher ?»« Justement !»« Entrez dans la maison !» dis-je. Je descendis, déverrouillai la porte, le fis entrer, la verrouillai de nouveau. Je ne pouvais voir sa figure. Il était nu-tête et sa tunique était déboutonnée. « Mon Dieu !» s'exclamait-il, comme je lui montrais le chemin. « Qu'est-il arrivé ?» lui demandai-je. « Tout, et le reste !» Dans l'obscurité, je le vis qui faisait un signe de désespoir. « Ils nous ont balayés !» Et il répéta ces mots à plusieurs reprises. Il me suivit presque machinalement dans la salle à manger. « Prenez ceci, dis-je en lui versant une forte dose de whisky. Il la but, puis brusquement il s'assit devant la table, prit sa tête dans ses mains et se mit à pleurer et à sangloter comme un enfant secoué d'une véritable crise de désolation, tandis que je restais devant lui, intéressé dans un singulier oubli de mon récent accès de désespoir. Il fut longtemps à retrouver un calme suffisant pour pouvoir répondre à mes questions, et il ne le fit alors que d'une façon confuse et fragmentaire. Il conduisait une pièce d'artillerie qui n'avait pris part au combat qu'à 7 heures. À ce moment, la canonnade battait son plein sur la lande, et l'on disait qu'une première troupe de Martiens se dirigeait lentement à l'abri d'un bouclier de métal vers le second cylindre. Un peu plus tard, ce bouclier se dressa sur 3 pieds et devint la première des machines que j'avais vues. La pièce que l'homme conduisait avait été mise en batterie près de Horschel afin de commander les carrières, et son arrivée avait précipité l'engagement. Comme les canonniers d'avant-train gagnaient l'arrière, son cheval mit le pied dans un terrier et s'abattit, lançant son cavalier dans une dépression de terrain. Au même moment, le canon faisait explosion, le caisson sautait, tout était en flammes autour de lui et il se trouva renversé sous un tas de cadavres carbonisés et de chevaux morts. « Je ne bougeais pas !» dit-il. Ne comprenant rien à ce qui se passait, avec un poitrail de cheval qui m'écrasait. Nous avions été balayés d'un seul coup. Et l'odeur, bon Dieu, comme de la viande brûlée. En tombant de cheval, je m'étais tordu les reins, et il m'a fallu rester là jusqu'à ce que le mal fût passé. 1 minute auparavant, on aurait cru être à la revue. Puis patatras, ping-pan, balayé d'un seul coup, répéta-t-il. Il était demeuré fort longtemps sous le cheval mort, essayant de jeter des regards furtifs sur la lande. Et les hussards avaient tenté, en s'éparpillant, une charge contre le cylindre, mais ils avaient été simplement supprimés en un instant. C'est alors que le monstre s'était dressé sur ses pieds et s'était mis à aller et venir tranquillement à travers la lande, parmi les rares fugitifs, avec son espèce de tête se tournant de côté et d'autre, exactement comme une tête d'homme encapuchonné. Une sorte de bras portait une boîte métallique compliquée, autour de laquelle des flammes vertes scintillaient, et hors d'une espèce d'entonnoir qui s'y trouvait adapté jaillissait le rayon ardent. En quelques minutes, il n'y eut plus, autant que le soldat put s'en rendre compte, un seul être vivant sur la lande, et tout buisson et tout arbre qui n'était pas encore consumé brûlait. Les hussards étaient sur la route au-delà de la courbure du terrain, et il ne put voir ce qui leur arrivait. Il entendit les Maximes se craquer pendant un moment, puis ils se turent. Le géant épargna jusqu'à la fin la garde Woking et son groupe de maisons. Puis le rayon ardent y fut braqué, et tout fut en un instant changé en un monceau de ruines enflammées. Enfin, le monstre éteignit le rayon, et tournant le dos à l'artilleur de son allure déhanchée, il se dirigea vers le bois de sapin consumé qui abritait le second cylindre. Comme il s'éloignait, un second titan étincelant surgit tout agencé hors du trou. Le second monstre suivit le premier. Alors l'artilleur parvint à se dégager et se traîna avec précaution à travers les cendres brûlantes des bruyères vers Horschol. Il réussit à parvenir vivant jusqu'au fossé qui bordait la route et put s'échapper ainsi jusqu'à Woking. Ici, son récit devint à chaque instant coupé d'exclamations. L'endroit était inabordable. Fort peu de gens, semble-t-il, y étaient demeurés vivants, affolés pour la plupart et couverts de brûlures. L'incendie l'obligea à faire un détour et il se coucha parmi les décombres d'un mur calciné au moment où l'un des géants martiens revenait sur ses pas. Il le vit poursuivre un homme, l'enlever dans un de ses tentacules d'acier et lui briser la tête contre le tronc d'un sapin. Enfin, à la tombée de la nuit,
l'artilleur risqua une course folle et arriva jusque sur les quais de la gare. Depuis ce moment, il avait avancé furtivement le long de la voie dans la direction de Maybury, dans l'espoir d'échapper au danger en se rapprochant de Londres. Beaucoup de gens étaient blottis dans des fossés et dans des caves, et le plus grand nombre des survivants s'étaient enfuis dans le village de Woking et vers Send. La soif le dévorait. Enfin, près du pont du chemin de fer, il trouva une des grosses conduites crevées d'où l'eau jaillissait en bouillonnant sur la route comme une source. Tel était le récit que j'obtins de lui, fragment par fragment. Peu à peu, il s'était calmé en me racontant ces choses et en essayant de me dépeindre exactement les spectacles auxquels il avait assisté. Il n'avait rien mangé depuis midi, m'avait-il dit au début de son récit, et je trouvais à l'office un peu de pain et de mouton que j'apportais dans la salle à manger. Nous n'allumâmes pas de lampe, de crainte d'attirer les Martiens, et à chaque instant, nos mains s'égaraient à la recherche du pain et de la viande. À mesure qu'il parlait, les objets autour de nous se dessinèrent obscurément dans les ténèbres, et les arbustes écrasés et les rosiers brisés de l'autre côté de la fenêtre devinrent distincts. Il semblait qu'une troupe d'hommes ou d'animaux eût passé dans le jardin en saccageant tout. Je commençais à apercevoir sa figure noircie et hagarde, comme devait l'être la mienne. Quand nous eûmes fini de manger, nous montâmes doucement jusqu'à mon cabinet, et de nouveau j'observais ce qui se passait par la fenêtre ouverte. En une seule soirée, la vallée avait été transformée en vallée de ruines. Les incendies avaient maintenant diminué, des traînées de fumée remplaçaient les flammes, mais les ruines innombrables des maisons démolies et délabrées, des arbres abattus et consumés que la nuit avait cachés, se détachaient maintenant dénudées et terribles dans l'impitoyable lumière de l'aurore. Pourtant, de place en place, quelque objet avait eu la chance d'échapper. Ici, un signal blanc sur la voie du chemin de fer. Là, le bout d'une serre claire et fraîche au milieu des décombres. Jamais encore dans l'histoire des guerres, la destruction n'avait été aussi insensée ni aussi indistinctement générale. Scintillant aux lueurs croissantes de l'Orient, 3 des géants métalliques se tenaient autour du trou, leurs têtes tournant incessamment, comme s'ils surveillaient la désolation qu'ils avaient causée. Il me sembla que le trou avait été agrandi, et de temps en temps des bouffées de vapeur d'un vert vif en sortaient, montaient vers les clartés de l'aube, montaient, tourbillonnaient, s'étalaient et disparaissaient. Au-delà, vers Chobham, se dressaient des colonnes de flammes. Aux premières lueurs du jour, elles se changèrent en colonnes de fumée rougeâtre. Bon, il va peut-être être temps de dormir quand même. Il s'agirait d'être en forme pour demain. Après tout, les rêves sont la littérature du sommeil. Enfin bon, j'espère que je pourrai bénéficier du petit déjeuner. Mais en attendant, il est temps de se blottir dans les bras de Morphée.